Le 24 mars 1999, peu avant 11 heures, un camion venant de France et transportant farine et margarine prend feu au kilomètre 6 du tunnel du Mont-Blanc. Il faudra 53 heures pour venir à bout de l'incendie et des semaines pour identifier les 39 victimes. 20 ans après, les mots-clés de la cérémonie de commémoration sont la vigilance et la prévention. On a souhaité quand même que 20 ans après, on fasse en passer un message et un message fort pour que personne n'oublie et que les 39 victimes ne soient pas mortes pour rien. Et que ça serve à quelque chose parce que vraiment, c'est épouvantable de vivre des drames pareils. À l'époque, le deuil a laissé la place à l'incompréhension. L'enquête révélera de nombreuses failles dans la sécurité du tunnel. Le concessionnaire français ATMB et son homologue italien SITMB écopent de 100 000 € d'amende. Le responsable français de la sécurité du tunnel est lui condamné à 30 mois de prison, dont 6 fermes. Je crois qu'il y a 2 enseignements à tirer de cette affaire. D'abord la justice, et moi en tant qu'auxiliaire de justice, j'en suis très fier, parce que j'ai rarement assisté à des procès au cours desquels la justice a été rendue avec une telle force, une telle sérénité, alors que tout était extrêmement tendu. Finalement, à la fin, tout le monde a accepté la décision, et ça c'est la belle justice, la bonne justice, celle qui est comprise à la fois par les victimes et par ceux qui sont condamnés. Et puis, bien sûr, l'autre enseignement, c'est la pédagogie, c'est la prévention, et c'est ce travail extraordinaire que fait l'association pour que cela ne se reproduise pas, parce que c'est bien de se souvenir, mais c'est mieux de préserver l'avenir. Un drame et un procès qui ont aussi fait évoluer les normes. Suite à cet incendie en France, l'État entreprend d'inspecter tous les tunnels de plus de 300 mètres. Dans la foulée, une directive européenne enjoint à tous les pays membres de sécuriser leurs tunnels. Sous le Mont-Blanc, de nouveaux dispositifs sont mis en place. De nouveaux équipements de détection précoce, de localisation, d'extraction de la fumée par exemple ont été installés, de même que surtout, très important, des zones de refuge pressurisées pour que les occupants du tunnel puissent se mettre en sécurité au moment de la survenue éventuelle d'un incendie. Et puis les services de secours, qu'ils soient ceux de l'exploitant ou du service public d'incendie et de secours, ont aussi progressé dans leur technique opérationnelle. Les sapeurs-pompiers participent aux 4 exercices annuels qui sont organisés ici dans cet ouvrage. L'association des familles de victimes de la catastrophe a annoncé qu'il s'agirait de la dernière cérémonie officielle. Les proches se retrouveront chaque année pour un rassemblement amical sur le mémorial dressé à quelques mètres de l'entrée du tunnel. 70 000 m² de surface bâtie pour 60 unités de commerce, restaurants et activités de loisirs. Il faudra compter pas moins d'1 quart d'heure de marche sans s'arrêter pour en faire le tour. Le chantier du style s'impose de plus en plus dans le décor. Après quelques difficultés en début de travaux, les bâtiments sont sortis de terre et dévoilent déjà l'identité visuelle du centre commercial. Une toiture résolument design s'intégrant au décor historique et inspirée du savoir-faire stéphanois. On s'est inspiré des métiers à tisser stéphanois, de la passementerie, de la rubannerie. Et donc on a tout un jeu de bandes successives qui viennent s'ancrer dans le sol, se décoller progressivement pour créer des hauteurs, des collines. Donc tout un jeu mécanique qui fait référence à cette histoire du textile à Saint-Étienne, quoi. Au cœur du bâtiment principal, une ouverture d'une trentaine de mètres. Juste ce qu'il faut pour attiser la curiosité des automobilistes qui défilent sur la rocade voisine. Depuis l'extérieur, on perçoit à travers cette fenêtre plein d'activités ludiques, d'agréments qui se situent au centre du projet. Et voilà, c'est pour donner aussi l'envie de sortir de l'autoroute, de pouvoir rentrer sur Style. Le parcours des visiteurs sera ponctué de plusieurs espaces de loisirs, un trottiparc pour les enfants ou un espace végétalisé avec plus de 1000 arbres au centre des bâtiments. Un futur lieu de vie commerciale qui semble avoir convaincu les enseignes. C'est une opération qui est vraiment publicité parce qu'aujourd'hui on est à 90% de commercialisation à un an d'ouverture, ce qui est quand même très exceptionnel pour ce type d'équipement. C'est publicité parce que c'est un projet d'une vraie qualité, d'une vraie générosité pour la métropole stéphanoise et sur lequel les enseignes comptent beaucoup. L'espace sera principalement dédié aux enseignes d'équipement de la maison. Decathlon, Maison du Monde, Boulanger seront de la partie. 10% seront orientés sur l'équipement de la personne. Mango, Kiabi, Gémeaux.
Le promoteur n'en dévoilera pas bien plus. Certaines enseignes resteront secrètes jusqu'à l'ouverture prévue au printemps 2020. Il fallait des muscles et de la délicatesse cet après-midi au musée des Confluences. Un squelette de baleine de près de 18 mètres a pris place au 2e étage de l'établissement. Un rorqual commun qui fut pendant 40 ans l'emblème du musée Guimet. L'idée, c'était d'introduire des objets de collection dans les espaces liants. Cette baleine est une collection complètement emblématique, qui est très liée dans l'imaginaire aussi aux collections du Muséum d'histoire naturelle. Cet espace le supporte, il est monumental et la baleine presque semble toute petite. Une baleine qui a subi 6 mois de restauration et de soclage avant cette opération de levage. Le plus compliqué, ça a vraiment été de fabriquer la structure et surtout la structure de la tête. Il n'y a pas de câble au niveau de l'avant de la tête en fait, il y a juste un câble derrière le cou. Donc on a un porte-à-faux énorme parce que les éléments les plus lourds sont à l'avant de la tête. On a un espèce de nœud de métal au niveau du cou qui fait l'articulation entre la colonne vertébrale et la tête. Et c'est là que tout le poids repose. Donc ça c'était assez difficile à calculer, à concevoir et à construire. Et le travail n'est pas encore achevé. Alors là, on n'a pas terminé, non. Ce que vous pouvez voir, les cordelettes rouges nous servaient uniquement à translater la baleine vers la droite ou la gauche. Les chaînes nous permettaient de faire le levage. Ensuite, tout ça va être enlevé et remplacé par des câbles définitifs et qui nous permettra de dégager entièrement l'espace en dessous là, pour que la baleine flotte véritablement. Le cétacé sera visible pour le public à partir de samedi. Pour sa 23e édition, le Parlement des enfants a pour thème le bon usage du numérique. Depuis le mois de janvier, les élèves de cette classe de CM1, CM2 de Voiron travaillent sur une proposition de loi. Et après quelques échanges d'idées sur ce que le numérique leur évoquait, les enfants ont décidé de travailler sur un texte autour du contrôle parental. Il n'y a pas tous les parents qui connaissent le contrôle parental. Et leurs enfants, ils peuvent tomber sur des images pornographiques. On a pensé que les enfants, dès leur jeune âge, ils sont trop devant les écrans. On s'est dit qu'il n'y avait pas de contrôle parental sur les smartphones et que c'était bien d'en installer un. Comme chaque proposition de loi, les enfants ont aussi créé des articles. Article 1, création d'une application gratuite de contrôle parental sur les smartphones. Article 2, rendre son installation obligatoire pour tous les fabricants de smartphones. Ou encore article 3, sensibiliser la population à son existence. Un exercice pas si facile que ça pour des enfants de 10 ans. Au début, quand on devait chercher le thème de notre loi, c'était difficile, on a mis du temps. Mais après, quand on l'a trouvé, c'était plus facile. C'est pas si facile parce qu'il faut faire des articles, faut se renseigner, lire plusieurs choses. On a regardé des documentaires, des informations, on a un peu recherché. Un projet qui a aussi un but d'éducation civique, permettre aux enfants de connaître l'Assemblée nationale et son fonctionnement. Les élèves ont aussi été sensibilisés au processus de création d'une loi et ont également ouvert les yeux sur l'utilisation des écrans dans notre société. Tout n'est pas mauvais, c'est pas ça, hein. Le message, c'est ce que je leur dis depuis le départ, c'est très bien, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez regarder la télé, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des limites. Donc d'où l'idée du contrôle parental. Et du coup, il y a beaucoup d'élèves qui ont ouvert les yeux en fait, sur ce qui se passait autour d'eux, dans des familles qui sont à côté d'eux et puis même peut-être dans leur famille. La classe a déjà transmis sa proposition de loi. Si celle-ci séduit plusieurs jurys, les élèves pourraient ensuite se rendre à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain. Bienvenue chez Super Waste. À première vue, rien d'original. Les clients déjeunent sur le pouce, un sandwich et une soupe. Sauf qu'ici, tout est fabriqué avec des matériaux recyclés. Les 42 tables et 82 tabourets sont faits avec du bois, du plastique ou encore de l'aluminium récupérés dans des entreprises stéphanoises. Et en fait, on a fondu du plastique pour par exemple faire des plateaux de table. On a aussi fondu des canettes pour faire récupérer de l'aluminium et faire des assemblages de tables. Même le pain de ce sandwich a été recyclé par le restaurant La Fabuleuse Cantine, déjà engagé dans une démarche anti-gaspi. On récupère nos restes de pain qu'on réduit en poudre et on incorpore cette poudre à hauteur de 20%
au levain de notre pain Super Waste. Donc le pain Super Waste, c'est un pain spécial qui est un pain rond dont on se sert pour faire nos sandwichs. Et ensuite, tous les plats qui ne sont pas vendus, qu'on a déjà transformés, qu'on a préparés et qui ne vont pas être vendus, on les recycle en les conditionnant en bocaux avec un système de stérilisation qui nous permet de garder ces bocaux pendant 1 mois minimum. Un restaurant zéro déchet, pensé et imaginé pour la Biennale internationale du design de Saint-Étienne. 20 étudiants de l'école d'art et design ont travaillé conjointement avec le restaurant La Fabuleuse Cantine sur ce projet, à déguster jusqu'au 22 avril à la Cité du Design de Saint-Étienne. Après le Pâté Bourgonel qui a ouvert donc fin février, on est la 2e salle en France, on doit être la 15e salle au monde équipée de ce système. Donc aujourd'hui c'est l'écran le plus grand qui existe avec 10 mètres de base. Il existe un prototype de 14 mètres en Asie. C'est une première à Lyon. Le cinéma Pathé-Bellecour vient de se doter d'un nouvel écran utilisant la technologie LED. Avec lui, c'est la fin de la cabine de projection. On a fermé la salle pendant 4 semaines, le temps de réaliser les travaux d'installation de ce nouvel écran. Donc on a démonté la toile existante et on a monté cet écran de 10 mètres de base. Il est composé de 96 cabinets, en fait 96 morceaux, et chaque morceau est composé de 24 modules. Donc en gros l'écran représente plus de 2000 modules assemblés les uns avec les autres, et ils nous permettent de retranscrire du coup directement en diffusion et non plus en projection. Un écran LED qui permet aussi une qualité de diffusion supérieure pour les images 3D. La 3D, de par cet écran qui est beaucoup plus lumineux qu'avant, la 3D va rester pleinement lumineuse lors de la projection, alors de la diffusion du coup. Et donc pour l'avoir testé sur Dumbo ce matin, le résultat est assez spectaculaire puisqu'on a vraiment les profondeurs de champ telles qu'elles existaient pour le réalisateur et une lumière sur l'écran qui fait qu'à aucun moment on a le sentiment de perdre en qualité de visionnage. Quant au prix d'une telle technologie, Pathé préfère rester discret. Il serait plus élevé qu'un système de cinéma numérique classique, mais plus économique en coût d'exploitation.